travaille sur des corrélations. Sans détection de l'erreur. Pour les classes associées à l'université de Marne-la-Vallée. D'abord au niveau de la classe. Bonjour Jean-Marc Berriot. Bonjour Claude. Tu parles d'innovation ouverte. Ces ateliers canopés que vous créez, c'est un lieu d'innovation ouverte ? En tout cas, on veut le penser comme ça et on veut que ça soit la réalité de nos espaces demain, c'est-à-dire des vrais lieux d'échange, de partage, de créativité et permettre ainsi de mettre en pratique ce qu'on peut appeler dans l'innovation verte, l'innovation ascendante. L'enjeu est aujourd'hui pour nous absolument essentiel de faire que ces espaces soient là pour stimuler la créativité, stimuler de nouvelles pratiques, faire évoluer les pratiques pédagogiques. Voilà, c'est comme ça qu'on a pensé ces espaces. Tu parles de Fab Lab de l'éducation. Ouais. Alors les Fab Labs, c'est pour ceux qui connaissent bien le principe du Fab Lab, qui est voilà en tout cas qui a été développé par les MIT, voilà, sur une approche beaucoup plus technique, on va dire, de créer son propre objet, de rentrer dans l'univers des objets créés par chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le principe même des ateliers, c'est vraiment aussi être sur cette question du Fab Lab de l'éducation, mettre à disposition des outils, des ressources, des gens, des médiateurs, tout ça, pour faire qu'à un moment donné, on accompagne. C'est pour ça qu'un des piliers de ces ateliers en termes de services proposés, c'est le co-design et la scénarisation. Et donc voilà, et ben on est là, on va offrir aussi bien des plateformes voilà, qui vont offrir des contenus, que des plateformes de diffusion, que la possibilité de filmer, de créer, d'utiliser telle ressource qu'on ne pourrait pas utiliser chez soi. C'est ça aujourd'hui la logique du Fab Lab, d'offrir des outils et un accompagnement pour créer ses propres contenus et faire que demain on puisse ensuite aussi disséminer l'ensemble de ces contenus. Il faut donc développer l'initiative pédagogique. Oui, alors c'est ce qu'a développé dans son introduction du campus européen le président de l'université de Poitiers. Il a dit qu'il préférait le terme initiative pédagogique qu'innovation pédagogique. Et c'est vrai que pour ceux qui travaillent un peu dans ce domaine-là, l'innovation peut toujours faire peur. Il y a les profs innovants et il y a les autres. Et ce clivage-là, il faut qu'on arrive absolument à le gommer. Et je trouve que la question de l'initiative pédagogique, oui, redynamisons l'initiative pédagogique qui est déjà existante et qui est déjà là, mais essayons de lui donner une autre envergure et faire que demain, en utilisant les nouveaux outils, les nouveaux objets, en faisant que voilà, on travaille différemment, on soit beaucoup plus axé sur l'approche des compétences et sur le transdisciplinaire, et bien que ça fasse que demain, on puisse être amené à renforcer les initiatives pédagogiques. Alors l'initiative pédagogique, ça signifie que l'essentiel se passe dans la classe. Oui. Et qu'en fait, le ministère de l'Éducation nationale, avec une centrale qui est un peu éloignée de ce qui se passe dans la classe, du moins c'est ce que disent les enseignants, a peut-être un peu moins de pouvoir en termes d'inflexion, un peu de politique éducative. C'est-à-dire que la liberté pédagogique, elle est toujours là, de l'enseignant. Et il faut qu'elle reste. Et il faut qu'elle soit renforcée. Un nombre d'entre eux disent, est-ce qu'on a vraiment une liberté pédagogique ? Après, je pense que c'est aussi à eux de s'approprier cette liberté pédagogique. Alors, très souvent, on ne leur a pas donné les bases pour pouvoir s'approprier cette liberté pédagogique. Et la question de la formation est absolument aussi essentielle. Je donnerai un exemple parce que dans des responsabilités précédentes, j'étais amené à valoriser, en tout cas à m'occuper d'une ressource pédagogique, qui est une ressource, qui est une plateforme de vidéo éducative, qui est aujourd'hui déployée par pas loin de 7000 établissements. Que nous disaient les profs quand on faisait des retours d'usage? Ils nous disaient, je ne vais l'utiliser qu'une fois que j'aurai maîtrisé la classe. Et du coup, sa pratique devenait innovante. Aujourd'hui, on peut se dire que les études qu'on pouvait faire, c'est qu'un prof utilisait le site .tv à l'époque, alors ça remonte à quelques années, à partir de 35 ans. C'était le chiffre qu'on avait. Donc qu'est-ce qu'il faisait de 25 à 35? Il n'utilisait pas le site .tv. Et donc la question, elle était plutôt sur justement comment faire qu'à un moment donné, même dans la maîtrise de la classe, il puisse être amené à utiliser d'autres objets, d'autres outils et à faire que la classe et maîtriser la classe, et bien ces bases soient là. Et les bases, elles reposent aussi beaucoup sur de la formation. Et c'est cette formation-là aussi qui doit permettre après de déployer les usages sur l'utilisation de nouveaux objets, de nouveaux outils. Donc les liens entre Canopé et les SP et la formation continue des enseignants doivent être forts. Oui.
Ouais. Un atelier par département? Oui, c'est un atelier par département, dans une logique aussi d'un rapprochement avec les SP. On espère que demain, on sera en mesure de pouvoir créer un vrai lien. Ça se passe déjà, hein, parce que c'est ce qu'expliquait aussi le président de l'université avec le canopé académique de Poitiers. On est en train de développer ces espaces au sein aussi des SP, ou en tout cas accompagner, créer un maximum de liens, parce que je crois aussi que c'est assez intéressant pour les enseignants, en tout cas les futurs enseignants quand ils sont en formation initiale, ou pour les enseignants qui sont en formation continue, de pouvoir s'extraire aussi de leur environnement, parce que c'est aussi ça, voilà, dans toutes les entreprises, on sait très bien que aller voir d'autres environnements, sortir de son environnement, c'est aussi source de créativité, et je pense que là-dessus, voilà, c'est aussi ça l'enjeu de ces espaces. Bon, alors former les enseignants, c'est essentiel. Pourtant, tu parles de la production de ressources élèves centrés. C'est que il faut intégrer le fait que la ressource aujourd'hui est amenée à être utilisée par l'élève aussi dans une logique d'autonomie. D'accord ? Et on voit bien la différenciation des apprentissages, elle est réelle aujourd'hui. Les usages, ils sont réels. Et c'est plutôt une approche liée à l'édition pédagogique telle qu'elle est structurée aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est beaucoup enseignant-centrée parce que enseignant-prescripteur. Et voilà, et les éditeurs ont construit tout leur modèle par rapport à cette logique-là parce que, bien évidemment, l'enseignant est encore prescripteur. Mais l'objet en lui-même, il faut aussi qu'il utilise les usages des élèves en eux-mêmes. C'est-à-dire que si on va faire juste un manuel qui reste linéaire sans développer de nouvelles fonctionnalités alors qu'ils sont des joueurs de Minecraft ou alors qu'ils sont une pratique de la tablette chez eux ou même en dehors de chez eux, ou voilà, et bien à un moment donné, les usages gameplay comme on peut l'appeler ou les fonctionnalités ne seront pas en adéquation avec leurs usages quotidiens. Et donc la problématique, elle sera réelle parce qu'on va leur offrir des outils et qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'on est amené à pouvoir trouver dans les standards, comme on dit, dans les standards du marché. On forme des enseignants qui vont utiliser des ressources dont ils doivent savoir de toute façon qu'elles sont aussi utilisées par les élèves avant, après et par les parents. Ouais. Et donc là, la logique aussi, c'est ce que moi j'appelle aussi toutes de mes voeux sur cette question du continuum pédagogique. Aujourd'hui, c'est comment créer le lien. Et le numérique est un formidable outil pour ça, pour créer le lien entre le temps scolaire et le hors temps scolaire. Donc la famille et l'environnement familial, là aussi il faut éviter que les discriminations puissent se créer. La discrimination, elle n'est pas tant sur l'objet en lui-même. Aujourd'hui, les études montrent que même dans les milieux les plus modestes, tout le monde a un ordinateur avec une connexion. La question, elle est plutôt de ce qu'on en fait. Tout à fait. Et ça, il faut qu'on accompagne les parents pour leur faire comprendre quels sont les enjeux. C'est tous les enjeux aussi du développement de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles sont à développer au sein de l'école, mais elles vont au-delà de l'école. Et ce n'est pas seulement la question des savoirs qui est en question, c'est aussi développer de la compétence. On connaît tout ça par cœur, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, ça prend aussi une autre dimension avec l'ensemble des outils qui sont mis à notre disposition. Les enjeux de la digital littératie aujourd'hui sont absolument essentiels. La translittératie aussi. Voilà, en tout cas, c'est tout ça et aussi l'enjeu de l'école, c'est avant tout aussi de créer des citoyens éclairés. Avec tous les outils qui sont mis à leur disposition, on a besoin aussi de renforcer cette dimension citoyenne de chaque élève. La politique de canopé que tu mènes présente au moins une originalité et qui est peut-être une nouveauté, c'est ces relations particulières qui sont établies avec la recherche. Et ici à Poitiers, avec Tecné, je pense que vous inaugurez une autre forme de collaboration, de coopération tout à fait nécessaire pour que le numérique éducatif progresse, c'est la relation avec la recherche. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Moi, quand je suis arrivé à la tête de l'établissement, j'ai très vite identifié les acteurs présents sur le territoire. Jean-François Cerisier, qui était donc le directeur du Tecné et du laboratoire qui travaille plus sur l'ensemble des questions liées aux usages du numérique. On s'est rencontrés très très vite. On a bien vu que les bases pour travailler ensemble étaient là et on a structuré pour permettre de renforcer cet échange et faire que demain, on puisse être
amené à pouvoir travailler étroitement avec le monde universitaire. Pour moi, ça me semble essentiel. Pourquoi ? Sûrement parce que j'ai une formation universitaire à la base. L'université reste pour moi l'élément clé d'ouverture sur le monde. D'accord ? Parce que les chercheurs sont habitués à travailler en réseau, à travailler avec des collègues à travers le monde. L'université, c'est ça. Le web, c'est eux quand même. Le web, c'est voilà. eux. Donc, à un moment donné, c'est eux qui nous permettent aussi d'avoir une ouverture sur le monde. Pour des institutions comme le réseau Canopé, c'est très souvent difficile de pouvoir s'ouvrir, on va dire, sur ce monde. Et le lien avec l'université nous permet cette ouverture de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait faire tout seul. Et l'enjeu aussi, et on le sait très bien à travers tous les enjeux du numérique, c'est de créer le maximum de partenariats. C'est une vraie logique de partenariat, d'échange et de partage. Et le monde universitaire a ça dans ses gènes aussi, ce qui est un peu moins le cas pour, je pense, l'éducation nationale. Donc pour nous, c'est aussi de pouvoir se greffer, en tout cas peut-être aller chercher certains gènes dans le monde universitaire et de faire que ces gènes-là deviennent ceux aussi du réseau Canopé de demain. Dans les projets, un réseau social pour les enseignants ? Ouais. Donc on a un projet. Quelques mots là maintenant ? Ouais, on a un projet qui est celui via Educ, qui est en cours d'expérimentation en ce moment, qui va être une très belle offre, qui va nous permettre de faire qu'on soit en mesure d'offrir aux enseignants une vraie plateforme d'échange, de partage de contenu libre, accessible. Alors on la veut très enseignant centré là, à contrario, parce qu'on estime que c'est fait pour eux. C'est pour eux, c'est fait pour eux. Après, on réfléchit à des modèles pour pouvoir l'ouvrir au monde. Et ça, on est en train de voir comment on est en mesure. Et puis de créer aussi des constellations. C'est-à-dire que de se dire, il y a des briques qui sont essentiellement pour les enseignants français sur notre territoire. Mais comment dialoguer avec le monde dans la francophonie en particulier. Mais là, au-delà même, il y a des offres qui sont existantes aujourd'hui, telles que TSL en Angleterre, qui sont des offres qui montrent que c'est possible. Alors, on commence bien évidemment par le premier maillon de cette chaîne, on va dire, qui est l'ensemble de la communauté des enseignants français et après francophones. Et puis on essaiera d'ouvrir ça beaucoup plus massivement après. Et on espère bien que cette offre-là sera un lieu d'épanouissement professionnel aussi. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à toi.